Merci d'être là pour ce petit webinaire. Alors, simplement, juste avant de rentrer dans le sujet, avant de commencer, sur l'utilisation des différents outils, nous, c'est beaucoup plus simple si, du coup, si vous voulez discuter, réagir, etc., utiliser le chat, aucun problème, comme certains d'entre vous ont déjà commencé à le faire. Et on va essayer de vraiment réserver l'onglet Q&R pour les questions qu'on prendra à la fin. On prendra un petit peu de temps pour peut-être rebondir sur certaines questions, sachant qu'on n'aura peut-être pas d'ailleurs la réponse à tout. Mais voilà, de bien essayer de faire la distinction entre ces deux outils pour faciliter de notre côté la gestion. Voilà ce que Oriane vient de mettre dans le chat. Alors, une fois que ce petit point est fait, simplement, oui, c'est bon, son, image, tout le monde m'entend, a priori, il n'y a pas de souci, vous voyez mon écran. Ok, bon, super. Alors, du coup, on est parti. Merci pour les petits retours. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le webinaire, dans les objectifs, etc., ce que ce webinaire n'est pas, parce que du coup, on sait que c'est un des sujets qui peuvent pas mal générer des débats et dériver assez vite. Et du coup, nous, dans ce webinaire-là, aujourd'hui, on n'a pas du tout l'intention de rentrer dans des débats sur la responsabilité ou non des entreprises, des actionnaires, de l'État, du marché, des clients, des consommateurs, quelles aides, quelles sanctions, quelles réglementations devraient ou non être mises en place, etc. Pas parce que ce ne sont pas des sujets importants, bien évidemment, ce sont des sujets importants, mais simplement parce que nous, côté Steam et moi, je ne suis pas du tout experte sur ces sujets-là. C'est des sujets que je ne maîtrise pas mieux que vous. Et donc, je risquerais assez vite de dire des énormes bêtises. Donc, du coup, voilà, simplement la raison pour laquelle on va essayer de rester au moins dans les échanges qu'on va avoir aujourd'hui sur un périmètre un peu plus restreint, c'est-à-dire l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de regarder concrètement ce qu'une entreprise qui souhaite ou qui doit s'attaquer au sujet de la transition environnementale peut faire à son niveau et surtout ce qui peut la bloquer, notamment, et donc là on verra, on avait choisi de faire un petit focus sur la R&D, donc notamment au niveau de la R&D parce qu'effectivement quand il s'agit de travailler sur l'impact environnemental des processus, des produits, des services, c'est souvent de ce côté-là que les yeux se tournent, mais pas uniquement. Donc, en gros, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est tout à fait valable et applicable pour tout département, équipe qui, finalement, je pense, s'attaque à cette problématique. Et si ce n'est pas le cas, d'ailleurs, on sera heureux d'en discuter aussi avec vous. Donc, voilà simplement pour juste poser le cadre au début, parce qu'on sait que ça part de nouveau assez vite, ce genre de sujet. Donc, pour ceux peut-être qui ne nous connaissent pas, très rapidement, qui estime. Comme je viens de dire, on n'est pas des experts sur le sujet de la transition écologique. Nous, notre terrain de jeu favori, c'est aider les entreprises à se réinventer pour anticiper ou faire face aux grands enjeux, aux grandes transformations de leur écosystème, de notre monde plus largement. Et c'est du coup la raison pour laquelle on souhaite se positionner, intervenir sur ce genre de sujet aujourd'hui, parce que même si on n'est pas expert du sujet environnemental, on voit que ce sont des entreprises qui se retrouvent face à un grand enjeu, un grand enjeu de réinvention et a priori, du coup, ça rentre quand même dans notre périmètre de ce côté-là. Donc voilà, nous, les sujets sur lesquels on souhaite discuter et les sujets qu'on souhaite aborder aujourd'hui avec vous. Voilà pour ce qui était de ce petit calage de début. Donc, concrètement maintenant, ce que ce webinaire est, puisque là, je vous l'ai fait en négatif. Donc, les quelques objectifs les quelques sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, premier sujet, ça sera plutôt regarder quelles sont les postures qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises d'ailleurs, vis-à-vis de ces enjeux-là. Une notion qu'on trouve assez intéressante, qu'on a appelée le mur invisible de la R&D. On reviendra, vous verrez tout à l'heure, on vous donnera un peu plus d'éléments là-dessus. Et puis, à la fin, 2 suggestions. Alors, ça reste vraiment de l'ordre de la suggestion pour mettre votre entreprise en mouvement ou pour commencer à s'attaquer à ces sujets-là. Et de nouveau, on n'a pas
l'intention ou la prétention de donner la recette magique ou de répondre à toutes les questions, mais simplement de se dire, avec notre point de vue à nous, notre perspective à nous, voilà un élément de blocage que l'on a vu et voilà des suggestions qu'on peut peut-être mettre sur la table pour en discuter avec vous. Voilà pour l'objectif. Alors, du coup, donc première partie, regardez un petit peu finalement aujourd'hui ce qui se passe au niveau des entreprises, en tout cas nous, ce qu'on voit quand on échange avec différentes entreprises sur ces sujets-là. Donc, au niveau de la situation actuelle, pour éviter de partir trop vite dans des chiffres et des généralités, je vous prends simplement un cas fictif là qu'on s'est dit on allait prendre une entreprise qui s'appelle Pack4You, qui serait un leader dans le monde du packaging, pour essayer rapidement là, de planter le décor. En gros, cette entreprise, comme une grande partie des entreprises aujourd'hui, pour elle, la réduction de son impact environnemental, c'est un des grands enjeux clés, que ce soit pour des raisons réglementaires, parce qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui ont été définis, ou bien des enjeux marchés, parce que de plus en plus, il y a des attentes, que ce soit au niveau des consommateurs, des utilisateurs finaux, ou des clients dans le cadre plus de B2B. Hop. Je vois simplement qu'il y a un petit souci. Ah, zut. Alors du coup, il y a des problèmes avec l'audio. Ok, bon. Alors bon, a priori, il y a Oriane regarde le sujet, s'en charge, donc on poursuit. Donc, je reprends. Donc, on a cette entreprise qui se retrouve face à un certain nombre d'enjeux réglementaires ou un certain nombre d'enjeux qui peuvent être plutôt tirés par le marché ou par d'autres acteurs parties prenantes de son écosystème. A priori, moi, je ne veux pas être trop cynique là sur la situation, mais on va dire que jusqu'à présent, cette entreprise n'était pas particulièrement engagée. C'est-à-dire que c'était des sujets qu'elle avait vus, qu'elle avait bien identifiés. D'ailleurs, ça fait déjà quelques années, voire un peu plus, peut-être une petite 5-10 ans, qu'elle regarde ces sujets-là. Plus récemment, elle a déjà lancé des travaux, elle a communiqué sur une ou deux initiatives. Parce que, bon, de nouveau, ça reste quand même une tendance de fond. Ça fait un moment que ce sujet est sur la table, et donc elle ne pouvait pas non plus l'ignorer complètement. Elle devait de toute manière se positionner d'une manière ou d'une autre. Pour ceux d'ailleurs qui connaissent un petit peu nos profils d'innovateurs, on pourrait dire que sur ce sujet-là, il y a pas mal d'entreprises qui étaient positionnées en dérisqueurs. C'est-à-dire pas forcément dans une posture d'être pionnier, mais on surveille de près ce qui se passe dans tout ce qui est les réglementations environnementales, on regarde ce que font nos concurrents, on fait pas mal de veille. L'objectif, c'est de ne pas louper de grands virages qui nous laisseraient sur le carreau. On lance quelques petites initiatives pilotes pour comprendre un peu comment ça se passe, comment ça réagit, pour se positionner au cas où, on ne sait jamais, hein. Mais en tout cas, ça ne représente pas une part importante des investissements. Et puis finalement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui apparaître? C'est que ces fameux signaux faibles qui étaient surveillés, qui étaient, sur lesquels on avait mis, on regardait de près, on avait une veille, les radars qui étaient allumés. Finalement, on se rend compte que les signaux sont plus si faibles que ça, que le sujet devient de plus en plus brûlant, que ce soit les consommateurs, l'État, tous les acteurs qui se positionnent, les premières réglementations qui arrivent. Donc, même si les réglementations ne sont pas forcément, on va dire, aujourd'hui engageantes, il n'y a pas de sanctions derrière, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et on ne peut plus vraiment se permettre de rester dans cette posture qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Alors, du coup, hop, voilà, donc c'est ça que j'ai oublié de passer le slide. Donc en gros, on est passé de signaux faibles à surveiller sur lesquels on faisait des petites explorations à finalement un enjeu sociétal, un enjeu qui devient de plus en plus critique et sur lequel il faut absolument qu'on se positionne. Avec ces premières réglementations, donc même de nouveau, si elles ne sont pas forcément engageantes, on est plus ou moins obligé en fait de passer à l'action. Et notamment, on voit avec tout ce qui est les accords de Paris, notamment avec la neutralité carbone à 2050, ça met quand même pas mal de pression. Si là, on revient à notre petite entreprise Pack4You, en gros, elle se retrouve, elle, avec la stratégie nationale bas carbone. Donc, en gros, c'est la déclinaison des accords de Paris en France sur les différents secteurs. On lui dit, en gros, l'objectif, c'est que en 2050, vous ayez atteint moins 81% de vos émissions de CO2, par exemple, par rapport
Voilà, donc ça, c'est la situation, simplement pour planter le décor. Mais on a la même chose, que ce soit dans le transport, dans le bâtiment, dans l'énergie, évidemment. Enfin, en gros, tous les secteurs se retrouvent un petit peu dans cette situation. Donc, ces réglementations ne sont pas forcément contraignantes, mais elles sont suffisantes pour commencer à faire bouger l'écosystème. Et du coup, pour toute personne qui connaît un tant soit peu le sujet, il est clair que ces objectifs sont finalement assez ambitieux. C'est-à-dire que même en y mettant toute la bonne volonté du monde, c'est pas facile, c'est pas évident, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas facile pour une entreprise d'atteindre ces objectifs. Et du coup, c'est bien là où nous, on voulait en venir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est possible pour les entreprises d'adresser ces enjeux aujourd'hui. Donc, vraiment, nous, l'objectif, ce n'est pas de remettre en question les objectifs en eux-mêmes, on ne se permettrait pas, et d'autant plus qu'ils sont nécessaires, mais de regarder si les entreprises sont en mesure de les adresser ou pas. Donc, ça, c'est la première question qu'on voulait simplement là, vous poser très rapidement pour voir un petit peu, faire une prise de température. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'en interne, déjà, les objectifs environnementaux liés à votre secteur, par exemple, ou ceux définis par votre entreprise, ils sont clairs et bien partagés? Peut-être on peut lancer. Voilà, donc ça, simplement, je vous laisse quelques secondes. C'est simplement pour faire la petite prise de température. On en parle beaucoup dans les médias, partout. Simplement de voir aujourd'hui, vous, quel est votre sentiment par rapport à la manière dont ces enjeux sont pris, perçus en interne dans votre entreprise. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est facile, pas facile? Est-ce que vous avez l'impression que votre entreprise est en posture, en mesure de se saisir ou d'atteindre ses objectifs? Alors, j'attends juste quelques secondes que je ne sais pas si tout le monde a vu normalement, il y a une pop-up qui s'est affichée sur votre écran. Euh, Normalement, vous pouvez voter. Hop, j'attends encore quelques secondes parce que je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train de voter. Et puis, je vous repartage les chiffres juste après. OK, encore quelques secondes. OK. Alors, du coup, hop, on va faire afficher. Je vous partage les résultats. Bon, on a beaucoup de, de réponses au milieu entre les deux. Mais en gros, sur la première question, donc est-ce que les objectifs ils sont bien clairs et partagés? On est sur une majorité on a bien les enjeux en tête, mais pas forcément les chiffres précis. On n'est pas forcément très au clair sur là où il faut aller. Et sur la deuxième question, est-ce que vous avez l'impression que votre entreprise est aujourd'hui en mesure d'atteindre ses objectifs? Donc, en gros, la réponse partiellement, c'est-à-dire on fait des choses, on va pouvoir améliorer un petit peu, aller dans la bonne direction, mais on n'est pas sûr, en tout cas, on n'est pas convaincu que ça va être suffisant pour atteindre les objectifs, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est assez, je pense, représentatif. Alors bien évidemment, il y a toujours un certain nombre d'entreprises qui sont bien assez en avance, c'est-à-dire très au clair sur les objectifs et on est en bonne voie pour y aller. Et puis des entreprises un peu plus en retard, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est assez représentatif de ce que nous, on a pu voir chez les clients avec lesquels on travaille sur ces sujets-là. Hop, donc je ferme la petite pop-up. Donc, de nouveau, hein, l'idée, c'est pas de dire les objectifs sont mauvais, c'est pas du tout ça, c'est de voir où en sont les entreprises par rapport à ces objectifs. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est de voir finalement les deux postures qu'on croise ou qu'on rencontre pas mal, nous, en discutant avec les gens. On a d'un côté, alors volontairement, c'est assez caricatural
structural, pardon. Mais on a d'un côté ce que moi j'appelle le volontariste frustré, c'est des gens qui se disent mais en gros c'est un problème de moyens, de volonté, l'entreprise ne fait pas assez, on n'investit pas assez, les solutions sont là, il suffirait de. On voit notamment pas mal de réseaux qui se créent dans les entreprises avec des collaborateurs qui ont envie, étant donné que d'après eux, l'entreprise ne fait pas assez, ils se disent bah, nous, on va faire des choses de notre côté et donc ils s'organisent entre eux. Mais en fait, finalement, c'est des groupes, des groupes de réflexion qui, dans une grande partie des cas, pas toujours, hein, mais dans une grande partie des cas, finissent par s'essouffler parce que finalement, dès qu'il s'agit de passer à l'action et de commencer enfin, à transformer finalement ces sorties en projets concrets. C'est compliqué. On voit notamment des collaborateurs, bon, il y en a pas mal, hein, j'imagine que vous le savez, mais qui sont pas mal tiraillés entre leurs convictions personnelles, leur conviction qu'il faut faire quelque chose, il faut avancer, et puis le fait qu'au quotidien, dans leur travail, ça ne va pas assez vite, ou c'est pas assez, ou c'est pas assez concret. Et puis de l'autre côté, on a le profil, moi que j'appelle le pragmatique démuni, et je fais exprès aussi de ne pas être trop le gentil et les méchants. Enfin, c'est pas ça l'idée, hein. C'est de voir les deux modes, les deux perceptions qu'on a. Et donc de l'autre côté, on a le pragmatique démuni qui se dit bah, effectivement, les objectifs, il faudrait, mais il me semble irréalisable là, quand je regarde l'entreprise aujourd'hui. Si on prend en compte la réalité du terrain, si on prend en compte les autres enjeux qu'on a, peut-être beaucoup plus court-termistes, parce que, je sais pas, il y a eu la crise par exemple assez récemment avec le Covid ou pour d'autres raisons, on a déjà d'autres urgences à gérer. On fait déjà des choses sur ces sujets-là, c'est pas suffisant, mais on peut pas faire beaucoup plus. Donc eux, en gros, ils voient que c'est nécessaire, mais en pratique, ils voient pas du tout comment les atteindre. Ils voient pas les solutions, ils voient pas comment faire. Et du coup, dans ces deux profils, ce que je trouve assez intéressant, au-delà de dire qui a raison, parce que c'est pas le jeu là, de se dire qui a raison, c'est plutôt de voir qu'en fait, les deux ont à la fois raison et tort. Enfin, moi, je trouve ça assez intéressant de se dire, mais finalement, les deux points de vue sont pertinents. Et ce que je vous propose, c'est de voir là juste après, ensemble, pourquoi, en fait, les deux ont à la fois raison et tort, alors que à première vue, on pourrait avoir l'impression qu'ils sont assez désalignés, quoi. Alors, on va rentrer là un petit peu dans le vif du sujet. Donc moi déjà, de nouveau, je prétends pas avoir la réponse à tout. Il y a probablement d'autres aspects, d'autres dimensions à prendre en compte que celles que je vais vous partager. Mais ici, je veux juste vous faire un zoom sur, un zoom ou une prise de recul sur un aspect du problème qui me semble assez importante à avoir en tête. Alors, si on revient finalement à l'intention de départ, qui est donc cette notion de réduire l'impact environnemental. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire que réduire l'impact environnemental? Et de nouveau, moi, je prends ma casquette, on va dire, conception, expert en conception, et dire, mais en fait, réduire l'impact environnemental, si on dépassionne le débat, finalement, ce n'est rien de plus, d'un point de vue conception, que d'optimiser un système, un process, un produit, un service, selon un nouveau paramètre de conception. Ce nouveau paramètre étant l'impact environnemental. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on l'optimisait pour des raisons économiques, on l'optimisait pour des raisons de satisfaction client, on l'optimisait pour, je sais pas, en termes de volume, de vitesse, de consommation, plein de choses différentes. Et là, il y a ce nouvel enjeu qui entre guillemets, apparaît. De nouveau, je mets des guillemets. Hein. Et donc, du coup, il y a un nouvel axe sur lequel il faut qu'on optimise notre système. Donc, ça, c'est intéressant de revenir à cet élément-là. Pourquoi? Parce que il va falloir qu'on regarde finalement à quoi ça, qu'est-ce que c'est finalement l'optimisation et à quoi ça ressemble, une courbe d'optimisation. Donc, si ici, je reviens à ma R&D, j'utilise la R&D comme un personnage, mais de manière assez large, quand on va regarder cette courbe d'optimisation, ce à quoi elle ressemble. Généralement, au début, alors quand je dis le début, c'est lorsqu'il y a un nouveau produit qui est développé ou quand il y a un nouvel axe d'amélioration qui est identifié, on est sur des gains d'optimisation qui sont relativement importants. Quand je dis un nouveau produit qui est développé, c'est par exemple, voilà, quand il y a les premiers smartphones, on voyait qu'en termes de définition d'écran, il y a des pas de géants qui ont été faits entre les toutes premières générations et puis les générations
quelques années après. Ou un nouvel axe d'amélioration quand, par exemple, il y a eu notamment toutes les démarches de design thinking qui ont fait un peu leur entrée dans des entreprises plutôt de type industriel, qui avaient un peu oublié ou mis de côté l'utilisateur final et qu'on a recommencé à s'intéresser au sujet. On a identifié des axes d'amélioration qui avaient été un peu oubliés en fait dans le processus. Et ben, de nouveau, là, on a fait des pas de géant. Il y a eu des améliorations en termes d'usage qui ont été assez importantes. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est-à-dire que plus on avance, plus pour continuer à améliorer, à optimiser, il faut se battre, plus ça coûte cher et les gains sont de plus en plus faibles. Si je mets là la courbe ici, on va avoir une courbe qui va plutôt avoir cette tête-là. En gros, on atteint petit à petit un certain optimum du système, on atteint une asymptote. Et du coup, ici, c'est important de bien comprendre que cette asymptote, c'est en fait une limite quasiment parfois même intrinsèque du système. Si on prend par exemple l'exemple des moteurs à combustion, on se rend compte que finalement, quels que soient les efforts d'optimisation qu'on va faire, les lois de la thermodynamique vont nous dire non, enfin, en gros, vous ne pourrez pas aller au-delà d'une efficacité énergétique de 60%. Vous pourrez faire le moteur le plus parfait que vous voulez, vous pourrez l'optimiser sous toutes les dimensions. Il y a des lois dans la physique qui nous disent vous ne pourrez pas aller au-delà de 60%, il y aura irrémédiablement 40% d'énergie qui sera fournie, qui sera perdue. Donc, il y a dans certains cas des limites physiques qui disent vous pouvez continuer à travailler, mais vous n'arriverez pas à dépasser cette ligne-là. Après, bon, sans rentrer là dans les détails aujourd'hui, mais il peut aussi y avoir des limites d'ordre sociologique ou économique, des modes, des comportements, des modes de fonctionnement qui sont des modes de fonctionnement des gens, des humains, ou des modes de décision, ou économiquement des modèles économiques qui ont un certain nombre de limites et au-delà desquelles il est compliqué d'aller. Et du coup, ce qui est intéressant ici, c'est que cette courbe, elle est bien sûr valable aussi. Comme je vous disais au début, réduire l'impact environnemental, ça revient d'une certaine manière à optimiser un système selon un axe qui est l'impact environnemental. Elle est aussi valable, du coup, quand on va parler d'impact environnemental. Et ce qui est peut-être pas une très bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que bien souvent, en fait, on n'est pas vraiment au début de la courbe. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, nouvel enjeu, nouveau sujet, chouette, on est tout en haut. Et donc, du coup, on a des beaux gains devant nous. On va pouvoir déjà pas mal travailler à réduire cet impact assez fortement. Et puis, on verra quand on arrive sur l'asymptote. Mais en fait, il y a pas mal d'entreprises avec lesquelles nous, on a pu aborder ces sujets-là, où on se rend compte qu'en fait, elles sont déjà plus ou moins à ce niveau-là de la courbe. Pourquoi? Parce que, de nouveau, ce n'est pas une surprise, hein, mais il y a pas mal de paramètres qui sont en fait très liés à l'impact environnemental, notamment des paramètres économiques, que ce soit en termes, par exemple, de consommation d'énergie. L'énergie a un coût et donc déjà on essayait déjà en fait, alors certes pour des raisons un petit peu différentes, mais on essayait déjà de réduire la consommation d'un certain nombre de process ou de produits, ou bien pour des questions d'optimisation de transport, on essayait déjà d'avoir des produits moins volumineux ou moins lourds. Et il se trouve que ce sont un certain nombre de leviers qui sont assez liés aussi à l'impact environnemental. Et donc, en conclusion, on est finalement, dans un certain nombre de cas, on est déjà à ce niveau-là de la courbe et non pas tout en haut. En gros, hop, je vais remettre ici. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, mais finalement, on est déjà relativement proche de cette fameuse asymptote. On est déjà assez proche de ce que nous, on appelle du coup en fait le mur invisible, le fameux mur invisible de la R&D dont vous parlez, sur ces sujets de réduction de l'impact environnemental. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'un mur un mur invisible? Parce qu'en fait, on voit pas mal d'entreprises qui s'évertuent à essayer de faire toujours mieux. Et bon, elles ont raison, puisque d'un point de vue compétitif, stratégique, réglementaire, il faut faire mieux. Mais finalement, elles viennent se heurter à ce mur assez régulièrement. Et finalement, un mur qui était acceptable sur des dimensions qui étaient purement de la compétitivité, ou de se dire qu'on allait pouvoir vendre nos produits moins chers. Acceptable au sens sociétal, j'entends. Hein. C'est-à-dire que
Bon, bah, en fait, toutes les entreprises étaient plus ou moins face à ce mur-là et puis on venait se batailler pour essayer de s'en rapprocher le plus possible. C'est d'ailleurs ça qui amenait à des budgets parfois assez monstrueux pour finalement des gains assez limités, mais qui étaient d'un point de vue stratégique justifiés. Et là, aujourd'hui, finalement, le problème, entre guillemets, c'est de se dire que on est plus dans des situations où il faut faire mieux que le copain, mieux que le voisin ou mieux que voilà. On est finalement dans une situation où il y a des objectifs qui ont été fixés et qui sont très loin de l'autre côté du mur. Et donc, on ne peut pas vraiment se permettre de se contenter, de se dire, bon, on va continuer à faire le mieux possible, on va longer le mur et puis on verra bien ce qui se passe. Je reviens à mes deux petits personnages de tout à l'heure, quand je disais, mais finalement, ils ont tous les deux à la fois tort et à la fois raison. Pourquoi? Parce que celui qui dit il faut faire plus, oui, c'est effectivement, il a raison. Si on ne fait pas plus, on n'arrivera jamais à atteindre l'objectif. Et donc, effectivement, il faut faire plus. Mais si on ne fait pas attention à ce qu'on met derrière plus, il y a de grandes chances qu'en fait, on reste bloqué sur cette petite ligne en pointillé là et que on fasse plus, mais sans jamais traverser le mur. Et puis de l'autre côté, celui qui disait non, mais c'est impossible, au final, on n'y arrivera pas à atteindre cet objectif. Effectivement, il a d'une certaine manière, il a raison dans le sens où si on continue à faire ce qu'on fait, on va rester sur cette petite ligne en pointillé et on n'arrivera pas à atteindre l'objectif. Donc ça semble effectivement compliqué, mais finalement la question c'est pas de se dire si c'est possible ou impossible, mais c'est plutôt de se dire comment est-ce que finalement on rend ça possible, comment est-ce qu'on arrive à traverser le mur. Donc voilà un petit peu pour l'explication de tout à l'heure quand je disais les deux ont raison et tort à la fois. En gros, le constat, il est là. Il faudrait faire plus, mais ce n'est pas évident. Et du coup, comment est-ce qu'on fait concrètement? Avant juste de passer au comment, et le on fait quoi maintenant qu'on est face au mur, je vous propose simplement de répondre à un deuxième petit sondage pour voir déjà vous, comment est-ce que vous vous positionnez face à ce mur. Est-ce que vous avez l'impression, et de nouveau, là, moi, je vous donnais un cas un petit peu général, hein, est-ce que vous avez l'impression d'être tout en haut, là, au niveau du petit bonhomme de la R&D? Vous dites, on a des leviers d'optimisation assez importants, on sait quoi faire, on sait comment avancer et on a déjà des gros leviers pour avancer. Ou bien on est au milieu, on a des travaux. Au milieu, ça veut dire un peu à gauche du bonhomme vert. Euh, on a pas mal de travaux en cours, on voit le mur se rapprocher, mais on a encore des choses à faire. Face au mur, en gros, les résultats et travaux en cours, ils ne sont pas suffisants, mais vous ne voyez pas comment faire différemment, vous ne voyez pas comment faire autrement. De l'autre côté du mur, c'est en gros, le mur, vous l'avez vu, vous l'avez franchi, et là maintenant, ça y est, vous voyez exactement comment vous allez atteindre les objectifs, il n'y a pas de doute, c'est faisable et c'est possible et vous savez comment. Et la dernière réponse qui est je ne sais pas forcément parce que je ne suis pas très au clair aujourd'hui de là où on en est mon entreprise. Je ne sais pas quels sont les travaux qui sont lancés sur le sujet. Je ne sais pas exactement quels sont les objectifs. Je ne sais pas si ces travaux permettent d'adresser ou pas les objectifs. Du coup, pour moi, c'est compliqué pour l'instant de faire le diagnostic. Alors, on me demande de rappeler que s'il y a des questions sur certains éléments, de ne pas hésiter à les poser dans le QNR ou des réactions ou des discussions que vous voulez ouvrir. On les regardera à la fin ensemble à la fin du webinaire. Alors, du coup, je vous laisse peut-être encore quelques secondes. Non, c'est bon, tout le monde a répondu. Ah, bon, j'attends encore un tout petit peu parce que je vois que les chiffres bougent encore un peu de mon côté. OK. Alors, du coup, je coupe le vote. Je vous partage. Bon, finalement, bon. Il n'y a pas beaucoup qui sont de l'autre côté. Ça, c'est clair. Mais ensuite, finalement, on a différents niveaux. Donc, on a 25% qui sont tout en haut, qui se disent, bon, on a encore de beaux jours devant nous pour avancer. Certains qui voient le mur arriver, on a 34%, donc la petite majorité qui
qui se dit on voit le mur se rapprocher, 11% qui sont déjà au pied du mur. Et surtout, ce que je trouve intéressant là, c'est qu'on a 27%, on va dire un quart, qui ne sont pas forcément très au clair de finalement où est-ce que l'entreprise en est aujourd'hui. Donc, bon, juste à garder en tête, je pense que c'est un point qui est intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Ok, donc cette histoire de mur et de comment est-ce qu'on franchit le mur, ça reste quand même quelque chose qui peut être pertinent, au moins j'ai l'impression pour 50 à 70% d'entre vous. Donc je vous propose de passer à cette dernière étape qui se dit mais ok, très bien, vous m'avez dit qu'il y avait un mur, je me suis dit ok, pourquoi pas, je vous crois, il y a peut-être un mur, mais donc du coup maintenant que j'ai compris que j'allais être bloquée ou que je suis bloquée, qu'est-ce que je fais? C'est impossible, on jette l'éponge. Bon, bien sûr, l'objectif aujourd'hui, c'était de donner quelques pistes pour c'est de voir comment finalement est-ce qu'on fait pour franchir ce mur. Alors, de nouveau, pas de recette miracle, hein, mais ce que je vous propose, c'est simplement de revenir sur un cas pratique qui était donc l'exemple de l'entreprise Turbomeca pour certains qui suivent un petit peu les posts sur LinkedIn. On a déjà commencé à en parler un petit peu et qui est justement le cas d'une entreprise qui a réussi à sa manière à franchir ce mur. Alors, simplement pour remettre un petit peu le contexte à l'origine, et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est un cas qui date d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et donc, du coup, il y a cette prise de recul qui peut être intéressante pour toutes les entreprises qui se posent la question, en fait, aujourd'hui, de comment faire et de comment s'en sortir. Donc, en gros, il y a des objectifs qui avaient été définis par l'ACAR, donc c'est une sorte de comité qui regroupe pas mal d'acteurs européens de l'aéronautique et qui vise à définir une sorte d'agenda des objectifs de la recherche en aéronautique. Et donc, suite à un certain nombre d'objectifs qui avaient été définis par l'ACAR, Turbomeca, qui est aujourd'hui Safran Helicopter Engine, se fixe en 2008 un objectif qui est relativement ambitieux, qui est de se dire on va réduire de 35% les émissions de CO2 à horizon 2030. Donc, déjà, quand le PDG annonce ça en disant voilà ce que nous allons faire, il y a pas mal de réactions assez fortes en interne, notamment au niveau des ingénieurs qui connaissent très très bien le fonctionnement des turbines, des hélicoptères, etc. Ils disent mais c'est pas possible. Enfin, en gros, vous êtes en train de nous dire qu'il faut qu'on défie les lois de la thermodynamique. Vos objectifs, ils sont pas du tout atteignables, même physiquement parlant. Je peux vous démontrer par A plus B que les objectifs ne sont pas atteignables. Et d'ailleurs, ça, c'est un premier fait que je trouve assez intéressant dans cette histoire-là, c'est finalement que l'objectif qui a été fixé, c'était un objectif d'ordre stratégique, mais qui ne s'est pas forcément arrêté ou qui n'a pas forcément essayé de prendre en compte à ce moment-là la perception ou les réserves qui étaient émises sur est-ce que c'est faisable ou pas techniquement, est-ce que c'est… et il n'y a pas eu de compromis à ce moment-là qui a été fait. En gros, il n'était plus question vraiment de discuter des objectifs. Le point de discussion a été décalé sur l'objectif est fixé. C'est pas ça dont on parle, c'est comment on fait à présent pour l'atteindre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est assez représentatif de ce qu'un certain nombre d'entreprises vivent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était elles qui se fixaient un certain nombre d'objectifs, qui pouvaient faire des sortes de compromis entre ce qui était faisable ou pas. Et là, petit à petit, on va vers une situation où les objectifs sont posés, on ne discute plus les objectifs, et on se retrouve à se dire mais comment est-ce qu'on fait finalement pour les atteindre? Et c'est pour ça que je trouvais ce cas assez parlant au vu de la situation. Donc là, moi, je vais vous spoiler tout de suite. En gros, ils ont réussi à franchir leur fameux mur invisible, contrairement aux prédictions des ingénieurs qui disaient que c'était impossible. En gros, dès 2009, donc ça, c'était des objectifs qui avaient été fixés en 2008. Et dès 2009, donc il y a eu le projet Propulsion 2030, donc la démarche qu'ils ont lancée qui s'appelait Propulsion 2030 et qui a permis en fait d'identifier des concepts qui permettaient de réduire la consommation de carburant de plusieurs dizaines de pourcents. Donc ces travaux, ils ont ensuite donné naissance à pas mal de projets de R&D, dont certains d'ailleurs sont encore en cours aujourd'hui. Donc l'objectif 2030, il n'est pas encore, on est en 2020, on a encore 10 ans, ils ont encore 10 ans pour atteindre les objectifs. Ils sont plutôt en bonne voie. Si on refaisait là, le petit questionnaire avec la courbe, ils seraient plutôt dans, ça y est, on a franchi le mur, on n'a pas encore atteint l'objectif, mais on est en bonne voie et on voit comment, comment est-ce qu'on va les atteindre.
Et il y a d'ailleurs, enfin, et je trouve ça assez intéressant, il y a d'ailleurs donc ces projets, ces concepts qui avaient été identifiés en 2009. Ils sont aujourd'hui intégrés dans des projets de collaboration, notamment avec Bell Hélicoptère, dans des nouveaux concepts de véhicules VTOL, donc c'est tout ce qui est décollage, atterrissage verticaux, une sorte de voiture volante, un peu gros drone. Enfin, voilà. Donc tout ça pour dire que c'était pas uniquement des concepts qui on leur ont demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements pour finalement pas beaucoup de retours d'opportunités. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi à jouer sur les deux plans, c'est-à-dire d'une part ils sont en bonne voie pour atteindre ces objectifs et d'autre part, pardon, ça leur a permis de se créer des nouvelles opportunités et notamment avec ces partenariats sur tous les nouveaux véhicules un petit peu innovants qui sont en train d'être développés. Donc, je trouve que c'est une histoire qui est assez intéressante. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est, on n'a pas forcément le temps là aujourd'hui de rentrer dans tous les détails de cette histoire-là, d'autant qu'en plus, donc c'est Frédéric Arnoux, hein, un des deux cofondateurs de Steam, qui a participé, contribué à ce projet-là jusqu'en 2013. Donc voilà, s'il y a des questions, des détails, ça sera, je pense, lui qui aura le plus d'éléments précis, concrets sur la manière dont ça s'est passé. Mais moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'était regarder de plus près deux éléments qui, je trouve, sont assez intéressants et qui ont pas mal retenu mon attention. D'une part, c'est cette histoire de courbe sur laquelle je vais revenir. En gros, eux, ils ont fait l'effort, lorsqu'ils ont lancé ce projet-là, de tracer leur courbe avec l'évolution de l'impact environnemental de leurs turbines au fil des générations, c'est-à-dire depuis les toutes premières turbines développées par Turbomeca jusqu'aux dernières générations de produits. Qui avait été développé. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir, alors d'ailleurs on retrouve bien la courbe dont je vous parlais d'optimisation, il y a bien eu une belle optimisation et puis en fait quand ils ont commencé à vouloir fixer ces objectifs, donc là si on prend 2008-2009, on voit qu'en fait ils étaient exactement à cet endroit-là de la courbe, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà optimisé pas mal pour des raisons on va dire voilà, de consommation, des raisons économiques et puis là quand on se retrouve à vouloir atteindre ou adresser des enjeux de réduction d'impact environnemental, on n'est déjà pas très loin du mur. Donc, et surtout, donc, je reviens à ce qu'ils ont fait. Donc, eux, ils ont tracé cette courbe-là. Ils sont plongés dans toutes les archives des anciens modèles, des anciennes générations de turbines. Et ça a fait apparaître, en fait, leur mur invisible à eux. C'est-à-dire qu'en gros, ça a fait apparaître cette ligne un peu infranchissable entre leur courbe d'évolution et puis les objectifs cibles qui s'étaient fixés. Celui qui est le plus intéressant, parce qu'ensuite eux ils avaient donc décliné, mais le plus intéressant donc c'était 2030, celui le petit carré vert en bas à droite. Et on voit que a priori la courbe, il y a peu de chances qu'elle vienne rencontrer ce carré vert. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important cette étape-là et pourquoi je vous le dis? Parce que bon, vous me dites c'est bien mignon, ils ont fait une courbe géniale. En gros, d'une part, ça permet de savoir où on en est. Ça permet de savoir est-ce qu'on est face au mur ou pas, est-ce que nos efforts actuels ils sont suffisants ou pas, voilà, est-ce qu'on est loin ou pas d'atteindre ces objectifs. Et ce qui est intéressant, c'est de le faire à la fois dans le passé, c'est-à-dire de regarder comment est-ce que cette courbe a évolué, et puis aussi de regarder avec votre portefeuille actuel de projet, comment est-ce que vous pouvez déjà commencer peut-être à tracer en pointillé vers où vous allez. Donc ça, c'est super intéressant pour faire justement ce diagnostic et se dire, est-ce qu'on change quelque chose ou est-ce qu'on continue comme on est parti? Et puis deuxième point, et ça je pense que c'est vraiment très très important, c'est que ça a permis en fait de mettre tout le monde d'accord sur le constat. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de voix dissonantes, on va dire, de se dire oui, mais c'est suffisant, mais non, c'est pas suffisant, mais il faut faire plus, mais il faut faire moins, mais c'est voilà. En gros, cette courbe, elle a permis de mettre tout le monde d'accord sur le constat. Oui, il faut faire plus, et non, on ne va pas y arriver en continuant ce qu'on fait actuellement. Donc une fois qu'elle a et donc la preuve finalement que ça a été un outil très important d'alignement en interne, c'est qu'une fois qu'elle a été tracée cette courbe, elle s'est diffusée vraiment comme une traînée de poudre en fait en interne Turbomeca. Donc Frédéric qui avait participé, donc qui avait tracé cette courbe là, tout le monde disait est-ce que tu peux m'envoyer la courbe, attends mais est-ce que tu pourrais le truc que tu as montré la dernière fois que tu as présenté, tu peux me la renvoyer, etc. Et donc il y a vraiment une diffusion assez massive dans l'entreprise. Tout le monde voulait voir la fameuse courbe. Donc en gros, c'est vraiment un outil de communication qui est puissant parce qu'il est à la fois très factuel
est très visuel. On voit, on voit qu'on y est ou qu'on n'y est pas d'ailleurs. Et donc, le fait de s'aligner sur le constat, ça a permis aussi par la suite de se dire, bon, et ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait et de s'autoriser collectivement, enfin de se dire collectivement et de s'autoriser collectivement qu'il allait falloir changer l'approche et qu'il allait falloir explorer d'autres voies. Donc ça, ce qui nous amène d'ailleurs au deuxième point. Donc ça, c'était le premier point. Donc, tracer cette courbe. Le deuxième point que je trouve assez intéressant donc, dans cette histoire, c'est d'avoir réussi à pousser l'analyse jusqu'au bout. Donc, je m'explique. En gros, ils ont fait l'analyse, ils ont compris qu'il y avait une limite, qu'en fait, cette limite, elle était liée à un système. En gros, on ne peut pas parler de la limite sans le système ou du système sans la limite. Si on reste sur le système, on garde la même limite. Si on veut dépasser la limite, on ne peut pas garder le même système. Et donc, en gros, ils ont réussi, même si ça semble évident dit comme ça, ils ont eu cette prise de conscience collective de se dire cette limite, elle est intrinsèquement liée au système. Et donc, la seule manière de la dépasser, c'est de changer le système et donc de remonter d'un cran. C'est-à-dire, on n'est plus bloqué dans cette logique d'optimisation, de se dire comment est-ce qu'on va plus loin, mais en gardant le système actuel. Non, c'est attends, on arrête d'essayer d'optimiser ou d'améliorer le système, c'est comment est-ce qu'on change le système. Comment est-ce qu'on passe en fait d'une logique d'optimisation à une logique de redéfinition des principes fondamentaux de ce système-là. Donc, un exemple concret peut-être pour illustrer, chez Turbomeca, ils se sont notamment autorisés à repenser, à refondre en fait l'architecture même du moteur. Donc simplement, des turbines d'hélicoptères. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec une architecture de moteur d'hélicoptère, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc normalement, non, historiquement, traditionnellement, l'architecture d'un moteur d'hélicoptère est constituée de deux turbines, donc deux turbines qui sont relativement similaires, qui fonctionnent en parallèle pendant que l'hélicoptère est en l'air. Je fais en mode de très très simplifié pour aller vite. Et notamment pour des questions, alors effectivement de puissance, mais aussi de redondance en termes de sécurité. C'est-à-dire que si une turbine tombe en panne, l'autre assure la redondance, et donc ce qui permet, c'est des principes, on va dire, de sécurité, de redondance qui sont très, très utilisés en aéronautique. Donc eux, quand ils ont commencé à s'intéresser au sujet, ils se sont dit, et si finalement on n'avait pas deux turbines équivalentes. On avait une petite et une grosse turbine. L'idée derrière, c'était de se dire, en hybridant un petit peu notre système, on pourrait jouer un peu comme dans le monde de l'automobile, les voitures hybrides qui ont un moteur électrique et puis un moteur thermique. Ça permet, dans certains cas, d'utiliser un mode de fonctionnement plutôt qu'un autre et donc d'optimiser au global la consommation globale. Puisque quand on est au démarrage, il vaut mieux utiliser tel moteur, et puis quand on est sur des régimes, on va dire, réguliers, il vaut mieux utiliser tel autre moteur. C'est exactement la même chose avec les hélicoptères. Ils se sont dit, est-ce que le fait d'avoir une petite et une grosse turbine, ça ne nous permettrait pas de mieux moduler en fait la puissance globale de notre système? Donc ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Donc effectivement, sur le papier, c'était intéressant, mais qu'est-ce que ça voulait dire en pratique pour l'hélicoptère? Ça voulait dire éteindre une des deux turbines de temps en temps, ce qui n'était pas forcément évident à faire accepter. Donc effectivement, ce n'était pas facile d'aller dans cette direction. Il y a tout un tas de réglementations, il y a tout un tas de blocages même, puisqu'il y a les pilotes qui étaient pas mal consultés, puisque c'est quand même eux qui sont les prescripteurs dans ce monde-là des achats d'hélicoptères, donc on a intérêt à les prendre en compte. Et forcément, les pilotes n'étaient pas très très envie d'aller vers une architecture d'hélicoptère où on allait lui alors éteindre une des deux turbines. Donc, mon message, c'est de ne pas dire que c'est simple ou que c'est évident, mais simplement, ils se sont autorisés déjà dans un premier temps à regarder ce que ça pourrait vouloir dire de jouer sur des paramètres qui n'avaient jamais été remis en question. Et en fait, en modélisant ces fonctionnements-là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner en fait plusieurs dizaines de pourcents en termes de consommation. Et ce qui est énorme, je vous rappelle, dans la courbe, on était quand même quasiment on était à l'ordre du pourcent à chaque génération. Donc, quelques dizaines de pourcents, c'était énorme.
Donc, juste si vous voulez le fin mot de l'histoire, il y a des systèmes de sécurité qui ont été développés pour assurer le redémarrage en mode start and stop de la turbine en vol, qui respectent les normes de sécurité, etc. etc. Donc, ils ont réussi à pousser le truc jusqu'au bout. Mais le point de départ, c'était s'autoriser finalement à remettre en question un certain nombre de paramètres fondamentaux de ce système. Et en se disant, si on ne le fait pas, eh ben, en fait, on reste bloqué au niveau de cette limite-là. Mais finalement, même une fois qu'on a compris que c'est nécessaire, même une fois qu'on a compris, c'est-à-dire que je ne suis pas naïve, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont compris que leur modèle ne fonctionne plus, mais c'est compliqué de le remettre en question. C'est-à-dire que ça ne suffit pas juste de dire le modèle ne fonctionne plus pour arriver à identifier les voies alternatives, etc. Donc, un des éléments, et ceux qui nous connaissent sont déjà assez familiers avec cette notion, un des éléments qui coince souvent, c'est, un des obstacles qu'on rencontre souvent, c'est ce qu'on appelle les effets de fixation. Donc, tous ceux qui sont déjà familiers avec les problématiques d'innovation de rupture, vous savez probablement plus ou moins de quoi il s'agit. En 2 mots, parce que je vois que l'heure tourne. En 2 mots, quand on essaye de transformer, de repenser un certain nombre de systèmes, d'objets, de produits, de services, on est soumis à des biais cognitifs assez puissants qui s'appellent les effets de fixation. En gros, ça nous rend incapables, ou du moins ça rend très difficile le fait de remettre en question certaines règles ou certains modèles. Donc, c'est des effets de fixation qui sont d'ailleurs connus depuis un certain nombre d'années, mais toujours pas forcément très bien compris au niveau des entreprises aujourd'hui. Dans le cas, par exemple, de Turboméca, c'était impossible, de manière inconsciente, d'imaginer un moteur d'hélicoptère autrement qu'avec 2 turbines identiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des règles qui sont souvent implicites. C'est-à-dire qu'il n'y a rien a priori qui vous interdit de repenser votre turbine d'hélicoptère. Enfin, personne ne vous dit attention, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais déjà, si on regarde tous les outils de conception, toutes les normes, tous les standards des fournisseurs, les spécifications des clients, les manuels même de formation dans les écoles, tout est construit autour de cette architecture-là. Si bien qu'on en oublie un jour que, en fait, cette architecture, elle a été un jour conçue, qu'il y a des ingénieurs qui se sont penchés sur la question et qui ont décidé, qui ont pris une décision, qui ont décidé qu'il allait avoir 2 turbines identiques, qui allaient fonctionner en même temps, etc. Et que c'était en fait une décision qui a été prise un jour et qui peut être remise en question aujourd'hui. Mais le fait qu'en fait tous ces éléments-là soient si profondément ancrés, et d'autant plus quand on est dans des écosystèmes avec déjà au sein d'une entreprise et puis plus largement au sein d'un écosystème, ça ne fait en fait qu'amplifier, qu'augmenter en fait ces biais de fixation qu'on a déjà à l'échelle individuelle, parce que comme je le disais, les normes, les standards, il y a tout un tas de briques qui se sont construites en fait autour du système tel qu'il existe aujourd'hui et qui l'ont en quelque sorte verrouillé et qui rendent finalement toute remise en question assez compliquée. Donc, je referme la parenthèse sur les effets de fixation, mais simplement à avoir en tête que repenser un système, il ne suffit pas de le dire. Il y a pas mal de situations où, même une fois qu'on sait qu'il faut le faire, c'est très compliqué à faire, notamment à cause de ces biais de fixation qui font que c'est difficile à l'échelle individuelle de penser des solutions différentes aux nouvelles, et encore plus difficile à l'échelle d'un collectif de les faire accepter et de faire évoluer les choses. Donc, du coup, si je reviens à mon histoire de départ, le fait en fait de s'autoriser à remettre en question un certain nombre d'éléments fondateurs du système, ça permet de sortir de cette fameuse courbe, de cette fameuse exponentielle qui va dans le mauvais sens, et justement de franchir le mur. En gros, cette courbe qui est en gris avec les pointillés, elle était propre à un système donné. La seule manière, entre guillemets, de sortir du chemin et d'essayer de traverser ce mur, c'est de se dire mais comment est-ce que finalement on va transformer le système, comment est-ce qu'on va changer le système pour changer la loi, la limite qui est associée. Donc ça c'est le deuxième point, parce que je vous ai dit je vous partageais 2 points. C'est comment est-ce qu'on, le deuxième point qui est important, c'est se défixer collectivement et comment finalement, d'une part en identifiant ces fameux points de fixation. Donc, l'exemple que je vous ai donné sur Turboméca, c'est il y a un point de fixation. On a toujours réfléchi ou pensé les moteurs d'hélicoptère avec 2 turbines identiques. Et deuxième chose, s'autoriser à les remettre en question.
Et c'est là où je disais, attention, par exemple, c'était pas évident chez eux de s'autoriser à les remettre en question. Il y avait pas mal de pression, d'éléments en termes de sécurité, de normes, de réglementation qui rendaient les choses compliquées. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui me semblait super intéressant dans ce cas d'application, de dire, premier point, tracer la courbe pour cette prise de conscience collective. Et deuxième élément, une fois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on ne va pas y arriver si on suit notre courbe, se défixer pour sortir et tenter de s'ouvrir en fait des nouveaux espaces de conception, des nouvelles voies alternatives. Voilà tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, extrait notamment du coup de ce cas-là. Donc en résumé, je vais faire très vite, je vois que j'ai déjà un petit peu dépassé le temps. En résumé, on s'est dit donc des objectifs environnementaux qui sont ambitieux, un mur invisible, enfin qui sont ambitieux et qui semblent compliqués à atteindre pour certaines entreprises, un mur invisible qu'on peut faire apparaître avec cette courbe et qui est lié en fait à des logiques d'optimisation qui sont a priori insuffisantes. En gros, tant qu'on reste à l'intérieur du système et qu'on cherche à optimiser un système, un produit, un service, un process, sans le remettre en question fondamentalement, on va atteindre une certaine asymptote. Alors parfois c'est suffisant, parfois ça ne l'est pas. Et puis les deux suggestions ou les deux leçons en gros que nous on a tirées là du cas Turboméca, qui peuvent être des premières pistes pour réfléchir, pour passer à l'action, pour mettre votre entreprise en mouvement. Il y en a plein d'autres bien évidemment et ce ne sont pas les seuls et c'est pas magique. Mais donc tracer sa courbe pour j'oublie un mot, pour la prise de conscience collective, très utile comme outil de prise de conscience collective, et puis se défixer pour faire émerger ces fameuses voies alternatives. Donc, pour ceux qui nous connaissent déjà, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on est spécialisé dans ce qui est innovation de rupture et donc on s'appuie notamment en fait sur la méthode CK, qui est une méthode qui permet de faire apparaître justement ces points de fixation et de les challenger, de les questionner pour faire apparaître justement ces nouveaux champs de conception, des champs qui sont inexplorés. Et on a déjà eu l'occasion, là, dans les dernières années, de déployer ce type d'approche chez plusieurs clients, que ce soit sur sur des enjeux de réduction de l'impact environnemental, que ce soit avec des réductions drastiques de consommation dans le monde des transports, de poids des emballages dans le monde du packaging, ou de repenser les modèles de production d'énergie ou les réseaux de distribution dans le monde de l'énergie. Donc, c'est des approches qu'on a mis en œuvre dans des entreprises qui sont venues nous voir en nous disant nos approches traditionnelles d'amélioration, d'optimisation ne sont plus suffisantes. Il faut qu'on repense assez profondément nos produits, nos process. Est-ce que cette méthode CK peut nous aider? Donc nous, on est assez convaincus que oui, que dans les cas où les approches plus traditionnelles sont insuffisantes, ça peut aider à débloquer la situation, ça peut aider à ouvrir des nouveaux champs de conception qui ne sont pas explorés. Et en gros, et même ça, c'est aussi mon avis personnel, hein, et quitte à utiliser ces méthodes qui sont des méthodes finalement assez génériques, hein, qui permettent de repenser des objets, des produits, des services, quitte à les utiliser, nous, on a envie de se dire, autant les utiliser sur des sujets de type transition environnementale, puisqu'on sent que c'est un des gros enjeux aujourd'hui de notre société, des gros enjeux des entreprises aujourd'hui. Et du coup, on se dit, on a bien envie, nous aussi, en tant qu'entreprise, Steam, de mettre au service nos compétences, nos outils, nos approches, nos méthodes, au service de cet enjeu-là. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce genre de webinaire et c'est pour ça qu'on a aussi très envie de, pour les personnes qui seraient intéressées, de voir déjà, d'en discuter avec vous, déjà d'avoir vos retours par rapport aux éléments qu'on a présentés aujourd'hui. Si ça vous semble pertinent ou pas, s'il y a d'autres éléments que vous voulez nous partager, on est très preneur de retours d'expérience, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. On est très ouvert pour discuter avec vous et vous partager ce que nous, on a pu voir, que ce soit dans le cas de Turboméca ou dans d'autres entreprises qu'on a accompagnées plus récemment, et sans forcément rentrer tout de suite dans une dimension, on va dire, commerciale. Enfin, on a très envie aussi de vous partager, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui là dans le webinaire, de vous partager ces pistes de réflexion, s'il y a des choses qui peuvent vous aider, si cette courbe, elle peut vous aider, si ça peut aider à faire bouger les choses dans votre entreprise, tant mieux. Et voilà, donc ça, nous, on a vraiment envie de travailler avec
des entreprises sur ces sujets-là. Donc, si vous avez des sujets de ce type-là et que vous avez envie d'en discuter avec nous, on est preneur. Voilà. C'était la conclusion pour aujourd'hui. Du coup, on vous met, je crois, le petit lien parce que bon, vous pouvez nous contacter, nous, moi directement, Frédéric directement pour ceux qui nous connaissent. Sinon, on vous met un petit lien, ce qui permet de faciliter les choses, quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez en discuter avec nous. Voilà un petit lien qui vous permet très facilement de prendre un rendez-vous pour un échange très court de 30 minutes où on voit si s'il y a des éléments et même si c'est juste répondre à 2 questions, il n'y a pas de souci. On est à dispo pour ça. Donc moi, j'ai fini avec ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous propose là simplement de finir en prenant les 2 questions là qui ont été posées. Alors, je sens que ça va être intéressant. Donc, Emmanuel Cibla qui me disait « ça dépend du type de mur dont on parle. On se donne le droit de remettre en cause l'appareil de production. » Alors, comme ça, c'est compliqué de répondre parce qu'il manque pas mal de contexte. Je ne connais pas l'entreprise, je ne sais pas de quel appareil de production on parle, je ne sais pas quels sont vos objectifs, je sais pas où vous en êtes. Donc, je n'ai pas de réponse a priori là à l'emporte-pièce. Systématiquement, en gros, moi, ce que j'ai comme mode de réflexion là-dessus, c'est de se dire si on peut adresser les enjeux sans le faire, bah, évidemment, c'est plus simple ou d'atteindre les objectifs sans tout remettre en question. Bah, évidemment, il vaut mieux le faire sans, parce que remettre tout en question, c'est lourd, ça prend du temps, il y a des impacts au niveau stratégique, au niveau organisationnel, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, il ne faut pas être naïf, le fait d'avoir transformé l'architecture moteur d'un hélicoptère, ça n'a pas été facile et c'est encore en cours. Donc, c'est compliqué, mais par contre, quand on n'a pas d'autres solutions, effectivement, ça peut être nécessaire. Donc, de nouveau, moi, je vous invite, si ça vous intéresse, de creuser un petit peu le sujet. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez nous envoyer un petit message, peu importe. Là, c'est difficile en live de creuser le sujet. Deuxième question, quelles ressources étaient prêts à allouer Turbomeca pour atteindre l'objectif que les ingénieurs prétendaient impossible à atteindre? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. En plus, je n'ai pas un cerveau à chiffres, donc je vais avoir du mal à vous donner les chiffres précis. Mais simplement, de ce que moi, j'en ai compris de ce qu'est l'application, effectivement, ça a été un projet qui a été lancé, une démarche qui était assez importante. Il y a une équipe commando, une trentaine de personnes qui ont été impliquées dans ce projet. Sur les premiers mois d'exploration, donc une trentaine de personnes qui ont été impliquées dans les premiers mois du projet, donc qui correspondaient à cette phase d'exploration. Il y a un certain nombre de concepts qui ont été explorés. Donc, c'était effectivement une démarche qui était assez stratégique pour l'entreprise, dans laquelle il y a un investissement qui a été mis, mais pas un investissement démesuré, on va dire. On n'était pas sur du x10 par rapport à des démarches plus classiques de R&D. D'ailleurs, moi, je le verrais plutôt, on va dire, on est plutôt sur un changement de la nature de la démarche plutôt qu'un changement de l'intensité de l'effort, si je peux m'exprimer comme ça. Et en gros, ce qui était différent, c'est que en amont, il y a une démarche d'exploration qui a été mise en place. Et ça, ce ne sont pas des démarches qui sont très coûteuses en soi. Hein. Les démarches d'exploration, c'est se poser les bonnes questions, se dire, mais attendez, si on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Ça dure généralement quelques mois, voire un an. Ça implique quelques personnes, mais pas de manière intensive non plus. Donc, il y a ce genre de démarche, donc pas si coûteuse que ça en amont. Puis effectivement, ensuite, quand il faut passer à l'action, quand il faut développer, explorer ces concepts, oui, forcément, ça correspond à des budgets, à des projets qu'il faut lancer, mais ni plus ni moins finalement qu'un projet de R&D relativement classique. Donc, il n'y a pas non plus là-dessus un rapport, on va dire, de 1 à 10 sur les moyens à allouer. Et au contraire, étant donné qu'on est sur des sujets très incertain, où on ne sait pas si ça va marcher ou pas, on a plutôt tendance en fait à faire l'inverse, c'est-à-dire à être à effort vraiment minimal au début, tant qu'on n'est pas sûr qu'il y a du potentiel. Donc on est souvent quasiment sur des budgets dans ces premières phases inférieurs à des budgets traditionnels. Simplement, on va explorer beaucoup de phases en parallèle au lieu d'en explorer une très fort.
C'est plutôt des différences de cet ordre-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Stéphane Godard. Mais voilà les éléments que je peux déjà commencer à discuter. Et de nouveau, si vous voulez rentrer vraiment dans les détails, comme j'ai tout à l'heure, le plus simple, ça serait d'en discuter avec Frédéric, qui était vraiment au cœur de la démarche, et il pourra vous donner les chiffres ou les ordres de grandeur, du moins, qui étaient ceux de l'époque. Alors, juste pour préciser la question précédente, optimisation de l'appareil, processus de produit. Ah. J'ai perdu la question, elle a disparu. Alors, bon, je réponds aux autres en attendant. La démarche a-t-elle été portée par un sponsor spécifique, et quel sponsor? Oui, bah là, pour le coup, c'est un point qui est très très important que vous soulignez. Alors, je ne veux pas faire de mauvaise prononciation, donc je dirais monsieur ou madame Thor. Là-dessus, donc chez Turbomeca, c'est vraiment une démarche qui a été portée au plus haut niveau, c'est-à-dire que c'était le PDG qui était vraiment à l'initiative de cette démarche et qui a poussé les équipes à dire on y va, voilà l'objectif. Je ne veux pas savoir si c'est possible ou pas possible, il faut qu'on y aille. Donc maintenant, on va trouver des moyens pour y aller. Et donc, il n'était pas non plus, je veux dire, en juge, en disant, en fouettant. Hein. On va trouver des solutions ensemble pour y aller, mais il faut qu'on y aille. Donc, c'était vraiment dans cette posture-là qui était le PDG. Et effectivement, c'est vraiment clé que cette déclaration d'intention, elle ait lieu au plus haut niveau possible dans l'entreprise. Sinon, on est sur un décalage entre, bon, c'est toujours les mêmes questions d'alignement, mais en gros, des personnes à l'intérieur de l'entreprise n'ont pas forcément le mandat ou ne peuvent pas se donner l'autorisation à elles-mêmes de repenser en profondeur certains process, certains systèmes, certains produits, certains services. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un mandat qui soit donné et qui soit un mandat collectif qui soit donné au plus haut niveau pour se dire oui, l'entreprise est prête à s'engager dans ce genre de démarche. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est très important. Et quand la direction de l'entreprise n'a pas forcément conscience de ça, c'est justement là que c'est intéressant d'avoir des outils comme la courbe, il y en a peut-être plein d'autres, hein, mais la courbe pour vous présenter tout à l'heure, puisque ce sont des outils qui permettent justement d'amener les bonnes prises de conscience et d'amener du coup la prise de conscience que les démarches en cours ne sont pas suffisantes et qu'il va falloir adresser le problème différemment. Alors du coup, le mur n'est-il pas le piège incrémental d'un modèle ou d'un système là où il faut déployer de plus en plus de moyens pour une progression de plus en plus faible? Oui, bah si, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait, c'est le piège incrémental d'un modèle, sauf que quand on est sur des objectifs finalement où on est dans des entreprises, où on est sur de la compétitivité, c'est-à-dire, bah oui, vous prenez l'exemple de la lessive, donc je vais le récupérer, mais il faut laver plus blanc que blanc, bah, le concurrent il lave plus blanc que moi, et donc du coup, bah, il vend un peu mieux ses produits que moi, et ben il faut quand même que j'essaye de développer des trucs pour laver plus blanc, dans une certaine mesure. Après, je peux aussi choisir une voie alternative, de dire, je sors de cet océan rouge et je vais jouer sur d'autres critères de performance. Donc, bien évidemment, ça peut tout à fait avoir lieu. Simplement que ici, le contexte aujourd'hui et les objectifs qui sont placés aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de se dire ok, en fait, au niveau réduction de l'impact environnemental, j'ai plus envie de me battre sur ce chemin-là, je suis déjà à l'asymptote, je vais jouer ailleurs. Bah, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué de dire ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait finalement pour traverser le mur? Alors, je prends encore une ou deux questions. Alors, bonjour Catherine. La méthode permet aussi également de regarder par-delà l'axe pur de la technologie d'un sujet, n'est-ce pas? Ah, j'ai perdu. Tac, tac. C'est un axe important à regarder dans le cas du sujet environnement. Qu'en penses-tu? Alors, effectivement, alors là, on commence à rentrer dans le sujet de manière beaucoup plus avancée. Effectivement, on ne va pas être uniquement sur des approches purement techniques ou technologiques. Là, si je reprends l'exemple notamment de la turbine de Turbomeca, c'est pas simplement par un coup de magie, on va dire technologique, qu'ils ont réussi à décaler ou déplacer cette courbe. En gros, on ne peut pas dire à des ingénieurs, bon, bah, ça fait déjà 10 ans que vous travaillez là-dessus et vous n'aviez pas vu qu'en changeant tel ou tel petit élément, vous pouviez gagner plusieurs dizaines de pourcents. Donc,
non, ce n'est pas uniquement technologie. Dans le cas de Turboméca notamment, ce qui a été beaucoup regardé, ça a été de se dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une mission en hélicoptère? Quels sont les profils de missions hélicoptères? Quels sont donc du coup un certain nombre, enfin, quels sont les besoins en termes de puissance en fonction des différentes phases? Et du coup, quelles sont des architectures qui pourraient être mieux adaptées à ça? Et donc, là, effectivement, il y a une ouverture qui a été faite sur repenser l'usage, repenser l'hélicoptère en fonction de ses missions, et donc tout un tas d'autres dimensions de l'objet qui ont été regardées. On peut aussi, bien évidemment, regarder au niveau de tout ce qui est les business models. On voit dans le monde du packaging, il y a beaucoup autour de l'économie circulaire, au niveau de la consigne, etc. Donc, bien évidemment que quand je dis repenser le système, je dis repenser le système au niveau technique, technologique, mais aussi sur tous les autres pans. On ne va pas dire, OK, donc il faut que vous fassiez des prouesses, un tour de magie, mais on ne va rien changer en termes d'interface client, en termes de critères de performance, en termes de normes et de réglementation et en termes de business model derrière. Enfin, c'est compliqué de tout changer sans rien changer. Donc oui, tout à fait. Donc, oui, petite précision pour la question précédente, il y a probablement plusieurs murs. Nanana, partiel redesign. Oui, oui, effectivement. Là, j'ai fait un peu de manière très schématique et très simplifiée le avant le mur, le après le mur. Mais effectivement, quand on regarde les courbes de plus près, il y a souvent des petits crans qui sont, même en fait, dans cette fameuse phase où je disais on fait des pas de géant, en fait, ce sont déjà des petites ruptures à certains niveaux du système. Simplement, ce que je voulais faire passer comme message, c'était on passe de petites ruptures à certains niveaux du système à une remise en question assez profonde des fondamentaux du système. Mais il y a toutes les nuances et toutes les granularités à prendre en compte. Ce qui est intéressant, quand on est dans une situation où on est bloqué, c'est de se dire, OK, quel est le niveau suivant auquel on peut aller pour remettre en question notre système? Et donc, tout est, voilà, et de dire à chaque fois qu'on est bloqué, comment est-ce qu'on va à un niveau suivant? Je ne sais pas si Emmanuel Sibla, ça répond à la question, mais je suis assez alignée avec votre point en tout cas. Philippe, je vois cela fonctionner dans des très petites entités, fermes bio autosuffisantes ou dans les World Company ou Smart Cities maîtrisant production, consommation, mais quid dans les entreprises moyennes qui ne maîtrisent pas tout le cycle production, énergie, consommation, recyclage? Là, effectivement, c'est une grande question de se dire, enfin, c'est un cas que nous, on rencontre beaucoup d'entreprises qui nous disent, bah, oui, on aimerait bien, mais vous comprenez nos fournisseurs, mais vous comprenez nos clients, mais vous comprenez nos concurrents, mais vous comprenez la réglementation. Et j'entends, enfin, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est à la portée de faire de tout le monde. En revanche, une des étapes qui me semble assez importante, c'est à minima l'étape d'exploration. Ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise va être en mesure de porter ses projets toute seule, va être en mesure de transformer son écosystème et de leader cette transformation en tant que telle, notamment des entreprises voilà, qui sont prises dans une chaîne de valeur où elles ne sont pas forcément en lead sur un certain nombre d'éléments. Mais à minima, ce que je trouve intéressant, moi, c'est de se dire cette prise de conscience de on est bloqué, on est face à un mur, et cette phase d'exploration où on se dit autorisons-nous à minima à regarder ce que ça pourrait être les solutions, à regarder comment est-ce que ça pourrait fonctionner demain, et d'identifier les différentes solutions, les différentes approches qui pourraient être celles à mettre en œuvre demain, sans forcément se dire on les lance, on part tout seul en pointe, etc. Bien évidemment. Mais à minima, je pense faire ces 2 premières étapes, c'est pertinent, ça permet d'anticiper, de se préparer aux futures transformations de votre écosystème, puisque même si aujourd'hui vous n'avez pas le pouvoir d'être en lead, il y a un moment où ça va bouger chez vous, et donc plus vous êtes prêt, plus vous avez un petit peu anticipé, mieux c'est quand même. Et puis parfois, en faisant ces phases exploratoires, vous allez peut-être tomber sur des approches, sur des alternatives qui finalement ne sont pas si inaccessibles que ça, ou qui peuvent être activées en collaboration ou en partenariat avec certains acteurs autour de vous. Mais de nouveau, pas de réponse magique là-dessus. Dans les attitudes, on peut aussi avoir des volontaristes démunis et des pragmatiques frustrés. Oui, effectivement, on peut tout à fait. On peut tout à fait. Ok, donc du coup, là, on a fait, je crois, le tour des questions. De nouveau, comme je disais,
on n'a pas la réponse à tout et on est au contraire très preneur de discuter avec vous de vos sujets, de voir dans quelle mesure ça s'applique ou pas et d'avancer comme ça avec vous, puisque sur ces sujets-là, nous aussi, on apprend en avançant. Voilà, donc merci à tous pour ce webinaire. Merci pour vos questions. On vous renvoie le petit lien et pour ceux qui le souhaitent, j'ai vu il y avait des questions de replay. On peut vous envoyer individuellement le lien de replay. On évite juste de le partager publiquement, mais il n'y a aucun souci pour vous envoyer le lien. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, bon vendredi et à bientôt.